New Delhi, la reine Elisabeth a connu son plus grand succès de foule depuis son arrivée en Inde. Près de 3 millions de personnes, dit-on. En compagnie du prince Philippe, du président Nehru et des plus hautes personnalités de l'Inde, la reine d'Angleterre assistait à la gigantesque parade militaire destinée à marquer le 11e anniversaire de la proclamation de la République indienne, ci-devant colonie de la couronne britannique. Parade militaire impressionnante, mais moins sans doute à cause des blindés et autres armes modernes qu'en raison de la couleur locale qui imprègne cette armée. Quant aux éléphants de parade, aux délégations des anciens royaumes et des tribus lointaines, ils appartiennent désormais au folklore. Le premier Britannique, lui, a passé le week-end à Rambouillet, où il était l'hôte avec son épouse du général et de Madame de Gaulle. Pas d'ordre du jour ni de communiqués officiels, mais on imagine aisément les thèmes de ces entretiens au coin du feu, comme on les a appelés. L'Europe, bien sûr, et surtout les rapports Est-Ouest, dont l'installation à la Maison-Blanche du président Kennedy va pour une part conditionner l'évolution. Si les robes sont encore au secret, du moins les couturiers laissent voir les chapeaux. Chez Lanvin Castillo, un abat-jour de paille que présente vedette de l'actualité promue mannequin vedette, Sylvia Casabiancas. Chez Jacques Griff, étonnante cloche de plumes de vautour que porte Marie-Thérèse. Chez Jacques M, capeline à double usage que porte Yola. Chez Michel Goma, une élégante architecture de paille que porte Ginette. Chez Pierre Balmain, c'est au contraire la réduction qui prévaut, compensée, il est vrai, par l'ampleur de la voilette. Ombrelle ou chapeau? On peut se poser la question à propos de ce modèle présenté par Renata chez Jean de Cesse et qui répond au nom parfaitement adéquat de foin coupé. Quant au modèle que porte Nathalie chez Pierre Cardin, il tient du suroît pour la forme et de la gaufrette pour la matière. Voici les chapeaux, ils sont étonnants. Attendons la suite. Pour sauver les temples tombeaux de Ramsès II à Abou Simbel, l'UNESCO a lancé un appel au secours. En effet, la construction du barrage d'Assouan fera monter de 62 mètres les eaux du Nil, qui engloutiront alors ce patrimoine de l'humanité. Un projet français prévoit la construction d'une digue semi-circulaire haute de 70 mètres, à plan très incliné, entourant un miroir d'eau. Ce projet aurait l'inconvénient de supprimer à tout jamais l'entrée du soleil levant qui venait caresser au fond du tombeau la statue d'Osiris. Un autre projet d'une audace stupéfiante consiste à décapiter d'abord la falaise dans laquelle sont creusés les deux temples, puis à découper le roc autour et sous les temples, à entourer les deux cubes d'une structure protectrice en béton armé, puis, par le jeu de quelques 300 vérins hydrauliques, à élever leurs 300 000 tonnes jusqu'au niveau du lac futur. Ils seraient ensuite recouverts de rochers pour retrouver leur ancienne silhouette devant les eaux du Nil. L'UNESCO incline vers ce projet hardi. Reste l'acceptation de l'Égypte et la question d'argent. Sans cesse croissant, les besoins d'énergie obligent à rechercher de nouvelles sources de production. C'est ainsi que des conduites venues de lacs passent désormais par la centrale moderne de Montereau. Le gaz d'Aquitaine relaye le charbon dans l'alimentation de cette usine qu'un seul technicien suffit à conduire et où la télévision permet de suivre la combustion à l'intérieur même des chaudières. Près de Chinon, où s'édifie la centrale d'Avoine, c'est l'énergie nucléaire qu'on va mettre à contribution pour la production d'électricité, plaçant ainsi la France aux côtés des nations en voie d'équipement dans ce domaine. Dans l'estuaire de la Rance, enfin, la mer sera bientôt domestiquée. Les travaux qui doivent aboutir à la centrale marémotrice sont activement poussés depuis les expériences probantes menées avec un groupe d'essais sur place utilisant l'énergie des marées. Dans quelques mois, la France disposera donc de la première usine marémotrice du monde. Le mouvement des marées, puissant potentiel d'énergie jusqu'ici inemployé, entrera ainsi au service des hommes. Si l'on mesure le degré de civilisation des nations modernes à la quantité d'énergie électrique consommée par leurs habitants, nul doute que la France puisse faire confiance à son avenir.
grande démonstration des petites cylindrées cette année au rallye de Monte-Carlo. Autrement dit, avec la petite voiture pas chère de Monsieur Tout-le-Monde, on peut se permettre d'aller aussi vite et avec autant de sécurité que les grosses dévoreuses de carburant au long capot sur des routes particulièrement difficiles, comme vous pouvez en juger. La neige n'est qu'un des moindres traquenards du 30e rallye de Monte-Carlo. Il y a également le verglas, les nuits sans sommeil, et puis aussi un petit rayon de soleil, très bref cependant, à l'arrivée à Monaco. La pluie revient bien vite, juste pour le départ de l'épreuve de vitesse, pas de répit pour les pilotes. La tradition veut que le rallye se déroule dans des conditions très difficiles. Elles sont encore respectées cette année. C'est le moment pour les grosses voitures d'essayer de rattraper un retard acquis sur les routes au fil des kilomètres. Les pilotes ne sont pas les seuls à faire preuve d'audace, jugez-en plutôt. On a tous les courages sur la Côte d'Azur. Voici la Panhard PL17 des gagnants, encore bon pied bon oeil après plusieurs milliers de kilomètres. Ce sont 3 Panhard qui prennent les 3 premières places, prouvant ainsi que les petites cylindrées qui sont sans complexe peuvent encore faire mieux que les grosses. C'est de la main des grâces que les vainqueurs Maurice Martin et Roger Bateau reçoivent leur récompense. L'hippodrome de Vincennes à l'heure de la vérité, c'est-à-dire au départ du Grand Prix d'Amérique. Paradoxe, pas un cheval américain dans ce Grand Prix d'Amérique qui est pourtant la plus grande course du monde de trot attelé. Pas de cheval américain, mais parmi les grands cracks, une coquette jument normande, pas encore très connue du grand public. Elle a tout juste 5 ans et elle se nomme Mazina. Pour acheter cette jument prodige, son propriétaire a tout vendu, il s'est débarrassé de ses bœufs et de ses terres, et il a bien fait en définitive. Mazina, vous allez la voir, c'est un boulet de canon. Après s'être un instant perdu dans le peloton, elle attaque la ligne droite en 3e position. Très féminine, elle porte un coquet petit bibi tout blanc. Elle ridiculise tous les mâles dans les derniers 100 mètres et elle rapporte par la même occasion 20 millions à son propriétaire qui ne regrette pas les sacrifices qu'il a consentis pour elle. Après ses victoires du Loberhorn et de l'Annenkamm, Guy Périllat va-t-il réussir dans la coupée Milalais le triplé qui ferait de lui un phénomène unique dans l'histoire du ski alpin, malgré la présence de Zimmermann et surtout d'Adrien Duvillard, qui l'année dernière abaissa le record de la piste à un temps apparemment imbattable et qui est lui aussi un adepte du VJ, la fameuse position française de vitesse. Le grand jour, le soleil a ramené le sourire des Milalais. Au départ, Boson. La qualité exceptionnelle de la neige a rendu la piste meurtrière. Au milieu du parcours, après avoir bien négocié le difficile virage en S, Boson aborde le mur du Bornée trop rapidement et tombe. Ce virage en S et le mur du Bornée, dont la pente est de 60%, sont aussi le tombeau du champion allemand Ludwig Schleitner, du champion italien De Nicolo et de 27 autres coureurs. Duvillard, numéro 9, c'est en partant que son record de l'an passé a été battu de 2 secondes par l'Autrichien Zimmermann. Bien assuré sur ses skis, il attaque impeccablement le virage en S, passe le mur du Bornée plus vite que ne l'a fait Périllat et battant Zimmermann, il prend la 2e place. Enfin, Guy Périllat. Admirable glisseur, il attaque le chousse de l'Alpette et absorbe ses bosses à 110 à l'heure. Son temps est déjà le meilleur au passage de la maison forestière. Il aborde le virage en S avec plus de 2 secondes d'avance sur Duvillard et ne dessine que 2 virages dans le mur du Bornée, là où la plupart ont dessiné 4 et même 5 virages. Déjà le meilleur aux 2 tiers du parcours, Périllat à plus de 110 à l'heure aborde le chousse d'arrivée pourtant hérissé de bosses. Guy Périllat a réussi un triplé qui en fait un véritable champion du monde. Temps 2 minutes 29 secondes 5 dixièmes, moyenne 84 km/h contre 70 km/h en 1952 par Tony Seller. Pour le boxeur poids welter français Hippolyte Annex, le chemin de l'Amérique passe par le Palais des Sports. Cette escale parisienne n'est pas de tout repos. Le noir cubain Isaac Logart, son adversaire, n'est pas le premier venu.
Malgré les encouragements, le boxeur français a beaucoup de mal à déborder Logart, fort bon styliste et boxeur puissant par surcroît. Annex s'en est rendu compte sur un crochet au foie, il est allé au tapis pour 8 secondes. Les admiratrices du français en ont encore des inquiétudes. Inquiétude bien vaine cependant, Annex refait le terrain perdu grâce à une boxe plus claire et des coups plus précis. Un connaisseur dans les fauteuils de ring, Jean-Paul Belmondo. Match nul, pas d'accord dit-on dans le clan français, Juliette Gréco ne sait trop quoi en penser. De toute façon, Annex et Logart auront sans doute une nouvelle fois l'occasion de se départager. Après 12 jours d'une aventure étrange, l'Odyssée de la Santa Maria est terminée. À la suite de l'entretien qu'on dit avoir été mouvementé avec l'amiral américain Smith, le capitaine Galvan a finalement cédé. Il a donc débarqué à Recife les 586 passagers. La Santa Maria, confisquée par le Brésil, sera rendue au Portugal. Quant à Henrique Galvan, il a trouvé asile au pays du président Quadros. Dans le décor futuriste de la toute neuve capitale du Brésil, Brasilia, créée de toutes pièces dans un désert, se sont déroulées les cérémonies d'investiture du nouveau président de la République, Jânio Quadros, élu au mois d'octobre dernier. Le nouveau président, âgé de 44 ans, arrive au pouvoir au moment où le Brésil, selon le mot de Kubitschek, a accompli en 5 ans un bond de 50 ans. Au balcon du palais de la présidence, le président sortant, Juscelino Kubitschek, a, sous les acclamations de la foule, remis son écharpe à son successeur. Bienvenue et bonne chance donc au président Quadros. Double malheur sur la Belgique. Déjà depuis ces derniers jours, des inondations provoquées par la montée de la Sambre jetaient la désolation et la ruine dans le Borinage. Plus d'1 mètre d'eau dans les rues. Et les tristes spectacles de cette invasion liquide contre laquelle l'homme est impuissant. Mais l'action des pluies devait déclencher un sinistre plus tragique. Un crassier s'est répandu sur un hameau. Près de Liège, à Moulins-sur-Fleuron, un énorme fleuve de boue noirâtre faite de cendres et de poussier, large de 30 mètres et haut de 12, s'est rué sur une distance d'1 kilomètre, ensevelissant tout sur son passage. Le roi Baudouin et la reine Fabiola sont venus apporter aux populations éprouvées le réconfort de leur présence et de leur compassion. Plusieurs centaines de sauveteurs fouillent sans arrêt cet amas de boue et de cendres. Une dizaine de maisons écrasées, 11 victimes et plus, l'horreur et la peur dans toute cette région où les crassiers sont innombrables. Tel est le nouveau malheur qui frappe le peuple belge. Le voyage de la reine Elisabeth en Inde se poursuit. Avec le cérémonial habituel, la reine et le prince Philippe sont naturellement allés visiter à Agra le célèbre Taj Mahal, véritable poème de marbre élevé voici 300 ans par un Raja à la plus chère de ses épouses. À Karachi, capitale du Pakistan, la souveraine a trouvé pour l'accueillir une haie de jeunes filles chargées de ces étranges bijoux d'or qu'on n'a pas coutume sous nos ciels d'Occident de voir ailleurs que dans les vitrines des musées. L'Inde des Rajas est morte, mais elle fait encore rêver. Le bond de l'homme dans le cosmos est pour demain. Dans le berceau exactement moulé sur son corps, muni de l'équipement complet avec lequel il a dû se familiariser pendant des semaines, le chimpanzé nommé Ham, choisi entre 8 de ses semblables soumis au même entraînement, a, sans le moindre complexe, dans son espèce de sarcophage de plexiglas, pris l'ascenseur pour la capsule Mercury. Celle-ci, à la pointe d'une fusée Redstone, devait l'emporter à la vitesse de 8000 km à l'heure jusqu'à 250 km dans l'espace. C'est exactement le futur voyage du passager humain que le chimpanzé Ham va nous faire connaître. À la seconde prévue, à 60 km d'altitude, la pointe de sa fusée se détache. Puis, c'est au tour de la capsule qui contient le passager. La capsule, grâce à l'énergie acquise, continue sa montée jusqu'à 250 km. Pendant près de 5 minutes, la capsule poursuit sa course dans les terres à l'allure folle de 8000 à l'heure. 3 rétrofusées coupent son élan et réduisent sa vitesse. Elle amorce sa descente. Ces fusées, leur tâche accomplie, se séparent de l'habitacle pour réduire son poids. Et les parachutes entrent en jeu tour à tour jusqu'à l'océan où la capsule est attendue. Disons que les pronostics ont menti et que la capsule est tombée à 200 km plus loin que prévu. Elle se signalera aux patrouilleurs lancés à sa recherche. C'est ainsi que 2 navires la repèrent et que nous la retrouvons sur le pont du Donner où le berceau de Ham était retiré de son habitacle.
âme bien vivant, paraissait satisfait de cette aventure vertigineuse qui avait duré 3h46. L'homme dans l'espace est maintenant pour bientôt, pour demain. Au laboratoire d'optique électronique de Toulouse, l'un des principaux centres de la recherche scientifique, le professeur Dupuy vient avec ses collaborateurs de donner à la science une arme remarquable, au regard de laquelle le premier microscope électronique de grande puissance construit par lui en 1940 fait désormais figure de pièce de musée. Le nouveau microscope, né à Toulouse, s'inscrit dans une sphère d'acier de 24 mètres de diamètre. Tout le premier étage est occupé par cette construction surréaliste, un générateur capable de produire des tensions de l'ordre de 1 500 000 volts. S'y ajoute un canon à électrons, colonne dans laquelle les électrons sont accélérés jusqu'à atteindre la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Enfin, lui faisant suite, à l'étage inférieur, surmonté par son coffrage de protection contre les rayonnements, voici le microscope proprement dit. 3 mètres de haut, 4 lentilles, 4 tonnes. Toute cette masse pour en arriver au petit espace ménagé au centre de cet élément, une petite surface de quelques 3 mm de diamètre sur laquelle sera concentré le faisceau des électrons. À l'extrémité de cette pointe, le monde à observer dont les éléments sont de l'ordre du millionième de millimètre. Avec ce microscope le plus puissant à ce jour, on aura une vision parfaite de ce qu'on n'avait pu jusqu'ici qu'entrevoir. Et voici la technique de l'observation. 2 caméras de télévision serviront au centrage du faisceau d'électrons. La mise en place de l'objet à observer sera naturellement extrêmement rigoureuse. La production de dangereux rayons X, enfin, ne permet pas à l'opérateur de rester sur place. Une fois le générateur mis en marche, tout sera dirigé de la salle des commandes où les 2 récepteurs de télévision permettront de régler l'ultime mise au point. C'est grâce à cet instrument qu'un énorme pas en avant vient d'être fait dans l'approche de l'infiniment petit, puisqu'on peut en attendre des grossissements de l'ordre de 50 000 fois. Mais c'est peu de choses par rapport à la possibilité d'isoler du vide mortel dans cette cellule les bactéries à observer. C'est ainsi que l'équipe du professeur Dupuy a pu, pour la première fois au monde, obtenir des photographies d'une bactérie vivante, grossie ici 17 000 fois, ici 22 000 fois, et ici 24 000 fois. L'instantané définitivement visible de la vie. Prélude à une rencontre de Gaulle-Bourguiba, relance d'une solution au problème algérien, la réception à l'Élysée de M. Masmoudi, ministre tunisien de l'Information, a été l'un des faits les plus commentés de la semaine. La réception du chancelier Adenauer marquait, elle, une autre relance, celle de l'Europe. Le long entretien que le chef du gouvernement de Bonn devait avoir avec le général de Gaulle aura permis d'harmoniser les conceptions françaises et allemandes à la veille de la réunion des 6. Les responsables des 6 pays du marché commun avaient rendez-vous au Quai d'Orsay pour ce qu'on peut appeler la première conférence européenne au sommet. Quelle forme revêtira l'organisation politique de l'Europe? Rien n'est encore apparent, mais l'idée est en marche. À Orly, Air France avait réservé une surprise au millionième passager transporté par Caravelle. C'est ainsi que M. Juan Espino de Madrid est devenu, en posant le pied sur le sol parisien, propriétaire d'une voiture. 1 million de passagers, c'est pour les Caravelles un parcours équivalent à 493 fois le tour de la Terre. À Villaines-sur-Seine, près de Paris, les pluies récentes ont miné le sol d'une colline et une masse argileuse s'est mise à glisser, entraînant tout sur son passage. Un cratère de 20 mètres de diamètre s'ouvre aujourd'hui devant la villa qui couronne le sommet de la colline et qui menace de s'écrouler. L'avalanche qui avance de 2 mètres par 24 heures et qui représente des milliers de tonnes menace les villas construites dans la vallée. De nouvelles pluies provoqueraient maintenant une avalanche désastreuse. Et les riverains, jetés dans une inquiétude compréhensible, déménagent au plus vite de leurs immeubles en péril.
La sauvage passe de Khyber, l'un des principaux passages entre le Pakistan et l'Afghanistan, s'est soudain animé. Les montagnards pakistanais étaient venus saluer une visiteuse de marque, la reine Elisabeth, qui poursuit en compagnie du prince Philippe son voyage en Asie. La passe de Khyber est un lieu doublement historique qui rappelle de grands souvenirs. Là passèrent les armées d'Alexandre le Grand. Là aussi furent massacrés dans une embuscade au siècle dernier 16 000 soldats de Sa Majesté britannique. Ceci n'est qu'une carte, mais c'est une carte suisse. Petit détail dont vont découler toutes sortes de conséquences plus surprenantes les unes que les autres. Après l'huile de vidange et l'eau froide, l'épreuve de la roue, pour laquelle on a soigneusement choisi un terrain boueux. Mais pourquoi cet acharnement, direz-vous? C'est très simple. Si l'on soumet une carte ordinaire, c'est-à-dire imprimée sur un papier classique, à la moitié de ses brutalités, elle n'y résistera pas. Tant s'en faut. Ce qui est loin d'être le cas de la première carte, imprimée, elle, sur un papier à base de fibres synthétiques et garantie par l'usine qu'il fabrique, lavable et corvéable à merci. Le papier idéal, par conséquent, pour les cartes topographiques, les pièces d'identité, les actes notariés, voire les feuilles d'impôt. Mais l'expérience peut aller plus loin. Et voici notre carte tordue comme une corde, vouée à soulever une voiture avec ses 4 occupants. S'il reste un doute après tout cela sur les qualités de résistance de ce papier, qu'on le dise. À Taipei, capitale de Formose, les enfants aveugles ont aussi leur école. Mais ici, apprendre à lire n'est sans doute pas aussi facile qu'ailleurs si l'on songe au nombre de caractères que comporte l'écriture chinoise. Pour le reste, les petits aveugles de Taipei s'instruisent comme ceux de Londres ou de Paris. Les travaux pratiques, il est vrai, destinés à les préparer à un métier futur, sont largement teintés de régionalisme. À l'art du tricot s'ajoute aussi l'art de la tresse. Et d'autres spécialités sont enseignées, comportant à côté du métier de masseur celui d'acupuncteur, comme il se doit, puisque l'acupuncture nous vient de Chine. Paysage naïf, univers poétique, c'est Rousseau. C'est Rousseau toujours, cet étrange petit bonhomme tout seul dans un monde chargé de secrets. Cette petite ombre, l'âme innocente de Rousseau, on la retrouvera dans ses œuvres qui valent aujourd'hui des millions et qui furent vendues quelques francs. Il naquit en 1844 à Laval, dans la tour droite de la porte Becheresse où son père exerçait le métier de ferblantier, et qui depuis s'est enrichi d'une plaque à son nom. C'est là qu'il vécut, sans histoire, ses premières années, avant d'entrer au lycée de sa ville. On ne pense pas qu'il y fût un très brillant élève. Ses années de collège le menèrent jusqu'au régiment. A-t-il pris part à l'expédition du Mexique, où il aurait découvert le goût des tropiques? C'est peu probable. Mais il fit la guerre de 70 et fut, paraît-il, nommé sergent sur le champ de bataille. Ce n'est pas sûr non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait en 1869 épousé Clémence Boitard de Saint-Germain-en-Laye, pour laquelle il composa pour mandoline ou violon cette valse qui n'ajoute rien à sa gloire. Il grattait en même temps du papier chez un huissier qu'il abandonna pour entrer dans l'administration de l'octroi. Ce livret de tarifs qui fut le sien l'accompagna pendant les années qu'il passa dans la guérite de la Porte de Vanves, et c'est à cet emploi qu'il dut le surnom de douanier dont Guillaume Apollinaire devait plus tard le gratifier. Devenu veuf, il prit sa retraite et vint loger dans la pauvre rue Vercingétorix où tout est resté comme il le connut. Par cet escalier sordide, il montait à son atelier où s'estompaient toutes les ombres d'une vie médiocre. L'art maintenant occupe toute sa vie. Il essaie d'ajouter en donnant des cours quelques francs à sa retraite proportionnelle, mais il est souvent en dette avec son marchand de couleurs. Sa vie, c'est le tableau qu'il peint. C'est la magique réalité de ses évocations. C'est cette jungle qu'il n'a jamais vue qu'à travers le journal des voyages.
Et elle le mènera à travers son illumination quotidienne jusqu'à sa mort en 1910 à l'hôpital Necker, où il n'est simplement qu'un pauvre qui meurt parmi les pauvres. Il repose maintenant à Laval sous la pierre où le sculpteur Brancusi grava l'adieu d'Apollinaire. Gentil Rousseau, tu nous entends, nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs et des toiles, afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle, tu les consacres à peindre comme tu tiras mon portrait, la phase des étoiles. Et aujourd'hui, cette exposition, qui est la plus importante réalisée jusqu'ici, et dont les 80 tableaux sont assurés pour 8 milliards d'anciens francs, n'a même plus à consacrer le gentil Rousseau comme l'un des maîtres de la peinture moderne. On pourra rêver devant la noce. On pourra rêver devant le portrait de Loti, à cette destinée mystérieuse, si modeste dans son acheminement quotidien, si bouleversante dans sa portée artistique. Il avait le don céleste d'imaginer. Il a donc vécu son rêve sans se soucier des rires et des sarcasmes que faisait naître sa peinture. Il admirait Bouguereau, mais il peignait avec honnêteté comme un gentil Rousseau qu'il était, et c'est lui qui, en définitive, a eu raison. On rêvera donc devant le monde qu'a ouvert cet art qui ne trouvait ses seules certitudes que dans son cœur. On rêvera devant ce petit bonhomme tout seul dans la vie, tout seul avec son innocent secret. La moitié de la France a vécu 80 minutes à l'heure de Colombe. On a payé 18 000 francs certaines places de tribune pour voir 15 rugbymen français en maillot blanc opposés au rouleau compresseur sud-africain, comparé souvent au diable et même parfois à l'abominable homme des neiges. Pas impressionnés du tout par la réputation des Afrikanders, les maillots blancs donnent un frisson de joie aux 50 000 spectateurs de Colombe. Dès le début du match, le jeu à la diable des Français sème la panique chez les rugbymen du diable. Sur un contre, Kroos manque d'un rien laissé. On avait pourtant pour lui les yeux de Chimène dans les tribunes. Maintenant, c'est la panique de l'autre côté. Les avants sud-africains partent en rafale, des locomotives lancées à 100 à l'heure. Il faut percuter sec pour les arrêter. Et d'un, et de deux, et de trois, encore un autre. Pas le temps de respirer. Et du panache avec cela, les Français. On est tenté de les trouver un peu trop téméraires lorsqu'ils contre-attaquent comme en ce moment depuis leur ligne de but. 4 feintes de corps et Bouquet numéro 12 met tous ses adversaires dans le vent. On y croit, la victoire, seulement voilà, elle tient un peu de chose. Regardez ce qu'il faut pour manquer un essai tout fait. Le petit Rancoul est tout seul, un fourbon. Pourquoi faut-il qu'un ballon de rugby ne soit pas rond? Ça n'arriverait pas des choses pareilles. Dans les mêlées ouvertes, on ne se fait pas de cadeau. De toute manière, le porteur du ballon ne le garde jamais longtemps. Ça chauffe pour les Français. Vous avez raison, monsieur, l'essai n'est pas marqué. 1,5 tonne de muscles en pleine action, voilà ce que ça donne sur un terrain de rugby. Mais le rugby est un jeu varié, un jeu magnifique. Belle attaque française, joliment contrée par les Springboks qui repartent à leur tour. On n'a même pas le temps de reprendre son souffle dans les tribunes. Sur le terrain non plus, mais où est donc passé le ballon? Le voilà, il est pour les Français. La victoire est au bout de cette attaque. Si vous êtes cardiaque, ne regardez pas. On se demande encore comment cette balle de match a pu être manquée. C'était la dernière attaque de la partie. La France n'a pas gagné, mais tout le monde est d'accord. Les rugbymen français sont les meilleurs du monde. La nouvelle de l'assassinat de Patrice Lumumba a fait naître un peu partout dans le monde des manifestations de protestation. Manifestations inspirées, protestations dirigées sans contredit. Tous ces cortèges, ceux de Londres comme ceux de Moscou, avaient un but identique, l'ambassade de Belgique. À Moscou, cependant, M. H était également rendu responsable du sort du leader congolais. Mais après le Caire, c'est Belgrade qui a sans doute vu l'assaut le plus violent mené contre l'ambassade de Belgique. La police a dû faire appel aux lances des pompiers pour tenir en respect les manifestants. Singulier destin que celui de M. Lumumba, aux côtés duquel on voit ici M. Gizinga, son continuateur. 6 mois avaient fait de l'homme fort de Léopoldville ce prisonnier qu'on vit traiter sans ménagement un jour de décembre dernier. Son exécution vient de rallumer le brûlot congolais. Au Conseil de sécurité des Nations Unies,
M. H a été tour à tour vilipendé par M. Zorin, soutenu par M. Stevenson. Débat orageux que devait d'ailleurs interrompre une manifestation de Noirs américains assortie de bagarres et de hurlements. On n'avait jamais vu cela aux Nations Unies. Le Congo n'a pas fini de peser sur la vie internationale. Le 12 février, les Soviétiques ont lancé un nouveau satellite. Rien de nouveau jusqu'ici. Mais de ce satellite est partie en direction de Vénus une fusée qui se rapprochera de l'étoile du Berger après un voyage de quelques 100 millions de kilomètres. Allons-nous connaître le secret de Vénus qui s'entoure d'une atmosphère nuageuse assez semblable à celle de la Terre? Apprendra-t-on que la vie est en train d'y suivre l'évolution suivie par notre planète? Que dans ces brumes, les premiers végétaux y sont nés, ces végétaux dont on retrouve les traces fossilisées, vestiges des forêts de fougères arborescentes qui couvraient notre globe voici 1 milliard d'années. Vénus en est-elle à cette ère où la première vie animale se manifestait dans les marécages et où, dans la mer silurienne, apparaissaient ces étranges nautiles dont l'espèce n'est pas morte, résistant à tous les bouleversements à travers 600 millions d'années, alors que disparaissaient d'autres espèces dont les musées conservent les fossiles. Est-elle parvenue à ce temps où les premiers vertébrés, les poissons, ont fait leur apparition? Poissons cuirassés d'abord, puis poissons à mâchoires dentées, lointains ancêtres des requins. Ou, plus avancés encore, au temps où la vie passait de l'eau sur terre avec les premiers sauriens, souches des grands reptiles secondaires. À moins qu'au milieu de tornades gigantesques, beaucoup plus en arrière, 1500 millions d'années peut-être, la vie n'en soit encore qu'à ses premiers balbutiements, et que ne commence à jaillir du monde minéral la toute première trace d'organismes vivants avec les premiers virus. Le soleil se lève-t-il sur une Vénus déjà vivante ou sur une planète sans autre écorce qu'une mer de méthane? Vénusique nous dira-t-il tout cela? Chez Fernand Aubry, le visagiste, voici le carnaval. Un carnaval qui s'apparenterait au songe d'une nuit d'été si Shakespeare n'était pas si loin. Mais est-il vraiment si loin? Aujourd'hui, les légendes de la forêt viennent jusqu'à nous dans ces masques éblouissants qui racontent en dentelle, en perles, en branchages, en fourrures, en plumes et en paillettes la vie secrète des fées et des dryades d'un monde que nous n'atteignions plus qu'en songe. Qui ne serait sensible à ces silhouettes empreintes d'une magie rentrée dans le secret des choses et qui ne peut renaître au milieu de nous, faut-il le dire, que par l'intermédiaire d'un masque? En 10 ans, Orly est devenu le premier aéroport d'Europe continentale. Avec la déviation spéciale de l'autoroute, il n'est plus qu'à 8 minutes des portes de Paris. Jetée au-dessus de la Nationale 7, sa piste de 3 km 300 accueille depuis 1959 les plus lourds appareils à réaction. Là où voici 35 ans n'existait que 2 hangars à dirigeables, des installations s'étendent maintenant sur plus de 1400 hectares. Des hangars, dont l'un est le plus grand du monde, et des ateliers sont alignés sur 1,5 km. Indépendant des compagnies aériennes, l'aéroport de Paris, entreprise nationale qui construit et exploite les aéroports parisiens, achève la nouvelle aérogare d'Orly. Cet immense édifice de 6 étages a une ossature métallique qui pèse plus que la tour Eiffel. Ses façades, où s'harmonisent l'acier inoxydable, l'aluminium et la glace émaillée, couvrent presque 2 hectares. Au rez-de-chaussée, un hall de 190 mètres de long, où se succèdent les guichets des 27 compagnies clientes de l'aéroport, attend les voyageurs dans un cadre ultramoderne. Piliers revêtus de serpentines et d'aluminium, plafond en lames d'aluminium. L'automaticité est partout portée au maximum, et les portes vitrées du hall s'ouvrent et se ferment toutes seules. Tout a été prévu pour accélérer la circulation des voyageurs. 11 ascenseurs, 20 escalators, la possibilité d'un trafic pouvant atteindre 1500 passagers à l'heure.
Au premier étage, la galerie marchande qui conduit aux aires de départ présente une façade en glace de 170 mètres de long. Tel apparaîtra aux voyageurs de 1961 l'aérogare d'Orly, une plaque tournante, géante du trafic aérien. L'aéroport de Paris a fait appel aux matériaux les plus modernes, acier inoxydable, aluminium et glace. Il est dès à présent possible d'assurer ici la réception de 6 millions de passagers par an. Une réalisation à l'échelle de l'aviation commerciale à réaction.